Né en 1948, André Juillard est l'un des maîtres de la bande dessinée historique. Ses séries les plus connues, réalisées avec les scénaristes Patrick Cothias et Jacques Martin, nous invitent à un voyage dans le temps. Mais cette vie de l'épervier est plus mouvant pendant les règnes d'Henri IV et Louis XIII, Arnaud au temps de Bonaparte. Quittant le passé, il réalise seul le cahier bleu qui a pour cadre le Paris d'aujourd'hui. Pour son plaisir, André Juillard dessine par ailleurs de nombreuses illustrations pour des portfolios, sérigraphies en tirage limité, très recherchées par les collectionneurs. Il a été couronné par le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1996. Oui, la bande dessinée, j'en lisais quand j'étais petit, comme tout le monde. J'imaginais pas qu'il y ait des auteurs. Et à peu près à la même période, vers l'âge de 10 ans, j'ai découvert à la fois l'histoire, la bande dessinée et le dessin, à travers un cours d'histoire formidable qui est l'histoire de l'Antiquité. Et j'ai l'impression que tout ça a un peu contribué à mon avenir. Mais le dessin, pour moi, le dessin que je faisais, c'était pas un dessin venant de la bande dessinée. Je copiais pas des bandes dessinées, je n'avais pas spécialement envie de raconter des histoires. J'avais envie de représenter le plus fidèlement possible la réalité, et en particulier ces sculptures antiques qui illustraient mon bouquin d'histoire. Donc, je voulais dessiner, en fait. Et ce que je voulais faire, c'est de l'illustration, parce que mon père est toujours d'ailleurs bibliophile, et il avait dans sa bibliothèque de magnifiques livres, tirage limité, sur le Japon, 32 exemplaires, etc., signés, numérotés, avec des illustrations magnifiques. Et j'avais envie de réaliser des illustrations pour des livres qui seraient dignes d'entrer dans cette bibliothèque. Alors après, j'ai fait les Arts Déco, et aux Arts Déco, il y avait une section d'illustration qui me plaisait bien, mais malheureusement, je me suis aperçu que ce type d'illustration n'existait quasiment plus. Au début des années 70, c'était la grande explosion médiatique de la bande dessinée, avec Astérix en couverture de l'Express, le phénomène bande dessinée. Et alors là, c'était la petite lumière qu'on voit dans la bulle, l'ampoule qui s'éclaire. Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà, un métier fait pour moi, en fait. Eh bien, je travaille sur un scénario de Yann, sur un conte d'Andersen, qu'il a adapté à sa façon bien connue, c'est-à-dire très, très provocatrice. Il s'agit d'un court récit de 6 pages qui entrera dans un album collectif qui sera édité par les éditions Dupuis. Alors voilà, j'ai reçu un scénario de Yann, c'est la première fois que je travaille avec lui. Alors lui, il préfère faire des petites mises en page, des petits crobards pour expliquer sa façon de voir les choses. Et puis, il y a le dialogue aussi. Donc, et puis, moi, j'éprouve le besoin d'intervenir dans ce scénario, déjà au niveau de la mise en scène. En fait, je me considère comme le metteur en scène. Il y a une chose qui ne me plaît pas du tout en général, c'est un dialogue. Il y a 3 bulles, comme vous le voyez, et il y en a 2 qui sont dites par le même personnage. C'est-à-dire qu'on a un sens de lecture qui nous amène logiquement à lire cette bulle-là, ensuite celle-ci, ensuite celle-là. Simplement, comme celle-ci est reliée à celle-là, on ne sait plus très bien. Moi, j'aime pas ça. Donc, je vais, quand je fais mes petits croquis, là, je me pose des questions, je me mets en place, je trouve que ça va pas. Il y a aussi un autre problème dans cette case, c'est que le personnage qui parle en premier est en fait à droite. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange. Alors finalement, j'ai opté pour une solution
en, en rajoutant, en déplaçant la bulle, la seconde bulle de ce personnage, en la déplaçant dans la seconde image. Et j'ai mis ce personnage à gauche, celui qui répond à droite, comme logiquement, et puis là, dans un espèce de commentaire de la première, j'ai rajouté la deuxième bulle. C'est une façon pour moi à mon sens en tout cas, de rendre plus lisible et plus fluide la narration d'une histoire. J'ai pas une manière scientifique de composer, hein, je calcule pas des nombres d'or ou des choses comme ça, je fais ça à l'estime, à l'œil. C'est-à-dire que je vais... d'abord, il y a ce que doit raconter la case qui va me donner un certain nombre de contraintes. Une bande dessinée, en principe, paraît sur double page. Donc, je vais essayer, si c'est possible, si le scénario le permet, d'équilibrer l'ensemble de la double page. Et maintenant, je recherche mes personnages. Donc, je vais faire un certain nombre de croquis. D'abord ma princesse, un petit peu pré-raphaélite, alors que c'est pas du tout son caractère dans l'histoire, mais pour contraster un peu. Et j'ai toute une série de princes aussi à figurer, donc les voici. Et il y a même le prince Eric que j'ai piqué à Joubert, mais je l'ai également adapté. On verra également Pierre-Louis et son Johan. Et puis, pour habiller ces gens-là, j'ai utilisé une documentation, c'est-à-dire des planches de costumes qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont, je trouve, assez magnifiques. J'en ai plusieurs centaines comme ça. Donc là, j'ai décidé de situer cette histoire au XVe siècle et je me suis inspiré des costumes vénitiens de cette époque qui ont été repris dans des tableaux de Carpaccio ou de Bellini. La documentation, c'est un des petits plaisirs, un de mes petits plaisirs de dessinateur. J'aime bien l'idée de rechercher une documentation. Puis heureusement, parce que j'avais besoin d'énormément, surtout pour tout ce qui est historique, mais même pour ce qui est graphique, pour ce qui est contemporain aussi. Et donc on finit par accumuler des quantités de bouquins. On n'est pas forcément certain qu'ils vous serviront un jour, mais ça c'est un petit aspect alors il y a de la documentation purement historique, comme l'histoire de la vie française, où vous avez tout un historique de la vie quotidienne sous tous ses aspects, très utile ce genre de bouquin. Et puis on peut trouver pas mal de choses aussi. Les peintres, Bruegel, c'est formidable. Bruegel, pour la vie quotidienne au XVIe siècle, c'est une merveille. J'aime particulièrement les peintres qui ont peint leur temps. Puis il y a la photo des photographes aussi. Alors je m'en sers pas directement, parce que ça serait un petit peu une sorte de plagiat, mais je sais pas pourquoi. Je suis un peu comme une éponge en fait. Tout ce que je vois qui me plaît, qui m'inspire, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, ça ressortira dans mes bandes dessinées. J'ai l'impression de nourrir mon imaginaire et ma sensibilité. Alors Cartès est un de mes photographes préférés. Là, je préfère travailler sur un papier sans libre parce que je me sens plus à l'aise pour travailler en dehors du cadre de la vignette de bande dessinée qui me contraint un petit peu. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise pour travailler là-dessus, sur un format vierge de toute ligne. Donc là, je commence par mettre en place le personnage du premier plan pour voir à peu près
l'équilibre, sachant que j'ai un textage. J'en vais peut-être en avoir un petit là, ça dépend. Donc je vais mettre ma sorcière qui sort. Il faudra raconter l'histoire, mais il y a une toute petite porte pour entrer chez elle alors qu'elle est très grande. Et puis après, une fois que j'ai fait ce bâti, je vais pouvoir commencer à travailler un peu plus précisément. Donc ma petite princesse là, qui est assez stupide dans l'histoire, mais que j'ai fait assez mignonne quand même. Donc voilà, alors souvent en prévision de la couleur, je prévois aussi, je prévois disons la tonalité lumineuse. C'est-à-dire que j'ai une source de lumière là, la porte ouverte, donc je m'arrange pour qu'il y ait un éclairage logique par rapport à cette lumière. Donc il m'arrive d'embrouiller un petit peu pour voir un petit peu, pour voir comment ça va se passer au point de vue des accroches de lumière sur le personnage, les bouteilles, etc. Alors, quelquefois, je m'aperçois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien à cause de cette lumière, donc je vais éventuellement déplacer le personnage ou alors tricher carrément, c'est pas interdit non plus. Bon voilà, mon croquis est prêt, donc je peux maintenant installer ma table lumineuse. L'étape suivante, c'est le report de ce dessin sur la planche où je l'ancrerai. Donc il me faut une table lumineuse pour ça. Je m'en suis inventé une. Le principe est identique. Simplement, j'ai pas de véritable table lumineuse. Une lampe. Un bout de verre. Avec du scotch sur les bords pour éviter de se couper. Et voilà. Je fixe le dessin sur la table lumineuse. Alors si je dessine pas directement sur le papier, c'est parce que je travaille en couleur directe. C'est-à-dire je vais faire mes couleurs sur ce papier-là, et c'est un papier assez fragile, et il vaut mieux pas le fatiguer en gommant, en reprenant, etc. Et puis voilà. Alors là, par exemple, voilà un dessin où j'ai mal calculé l'encombrement de ma scène. Donc c'est trop, ce personnage-là sort du cadre. Alors l'intérêt de cette façon de travailler aussi, c'est que je vais pouvoir recomposer mon image en fonction de mon format. Alors là, je sais que je vais avoir un texte ici, un texte par là. Je vais caser mon personnage ici. Et puis, quand je l'aurai terminé, je vais déplacer mon image et pouvoir placer à nouveau ce second personnage qui sortait de la case précédemment. Alors, on va y aller. On va essayer un petit bout de scotch. L'autre raison pour laquelle je travaille de cette façon, c'est que je ne suis pas un dessinateur naturel, un dessinateur de bande dessinée naturel. C'est-à-dire quand j'étais petit, je ne faisais pas des bandes dessinées comme beaucoup de mes collègues, mais je dessinais comme ça sur papier libre. Et j'ai pris l'habitude de
pas être contraint par un cadre. Alors j'ai remarqué que dans les dédicaces, par exemple, on fait des dessins assez rapidement. Les spectateurs de ces séances de dédicaces sont assez étonnés de la façon dont se déroule un dessin. C'est-à-dire que vous avez pu voir là que j'avais commencé par le visage, et puis après j'ai abandonné le visage pendant que je dessinais ces bouteilles, par exemple. Puis je suis revenu pour faire la bouche. Et puis, ne me demandez pas pourquoi je fais ça, j'en sais rien du tout. Mais, alors le dessin, c'est un peu comme ça. On doit se poser des questions de mise en scène, choses comme ça, mais dans le dessin lui-même, il vaut mieux pas trop chercher à savoir, à mon avis. Bon, là, j'ai esquissé un peu mon premier plan. Maintenant, je vais déplacer ma case. Enfin, pour essayer de récupérer mon second personnage de telle manière qu'il soit présent dans le cadre. Alors, il faut que tout ça... il faut que le dessin reste lisible, donc je vais chercher un peu la composition de façon à ce qu'il n'y ait pas que ce dessin-là ne vienne pas télescoper l'autre de façon désagréable pour la vue. Bon, là, ça me paraît à peu près correct, donc je vais le mettre en place à nous. Bon, voilà, à peu près. Alors maintenant, je vais écrire le texte. Qu'est-ce que ça raconte ? Voilà. Alors maintenant, je vais ancrer ce dessin avec une plume et de l'encre de Chine. Alors, un des grands problèmes des dessinateurs, c'est le matériel. Là, je suis avec une plume assez récente et elle est un petit peu dure. Alors, j'ai des problèmes de confort, disons. En fait, là, je m'aperçois que cette partie du dessin ne fonctionne pas très bien par rapport à celle-ci, donc je vais recommencer ce personnage-là qui tombe pas bien dans le dessin. En plus, j'ai oublié la chaise derrière. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que ce serait peut-être aussi bien que ce qu'elle raconte dans cette bulle soit une bulle de pensée, non pas une réponse à l'autre personnage. Donc, en fait, ce dessin va être pas mal modifié.
Voilà, alors le dessin, finalement, je l'ai modifié. Je trouve qu'il fonctionne mieux comme ça. Et maintenant, il faut que j'attaque, que je recherche les couleurs. Donc, commencer par le visage, enfin les couleurs de peau. Donc, en général, j'utilise un sépia de chez Colorex. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub. Alors, comme c'est des couleurs assez concentrées, je n'avais pas besoin de beaucoup. Je rajoute un petit peu de ce liquide transparent qui est un retardateur de séchage, parce que les couleurs acryliques sèchent très vite et après on ne peut plus revenir dessus. Donc, 2-3 gouttes. Et puis de l'eau. Alors en principe, je ne travaille pas case par case, mais par séquence, c'est-à-dire ça peut être 6, 8, 12 pages, et je travaille par gamme de couleurs. Ou par, donc je ne vais pas faire uniquement les chairs de cette demoiselle, mais celles de tous les personnages qui sont dans les 6 pages que j'ai à faire. Je travaille toujours comme ça. En fait, l'ordre des couleurs, c'est un peu au feeling, quoi, l'inspiration. Mais en général, je fais toujours les visages, les visages, les mains, les chairs en premier. Parce que le personnage... l'important dans une bande dessinée, c'est le personnage. Donc, c'est ce qu'on voit au premier abord, enfin, il me semble. Et donc, toute l'harmonie colorée doit tourner autour de ça. Donc en fait, on fait pas mal de prospective quand on fait de la couleur. Il faut prévoir non seulement ce qu'on va faire dans la case, en cours, mais ensuite dans les autres cases. Et c'est pour ça que souvent on réfléchit à la couleur au moment du dessin. Tout ça dans l'éternel souci de clarté, de lisibilité de l'image. On peut s'arrêter là. Première découverte, en dehors de tout ce que j'ai pu lire quand j'étais gamin, c'est-à-dire Hergé, Martin, etc., c'est Foster, Prince Vaillant. Alors j'avais un goût particulier pour l'univers médiéval, mais j'ai découvert un dessin réaliste qui me plaisait énormément. Et parallèlement, il y avait aussi, à l'époque où j'ai débuté, au début des années 70, il y avait Jean Giraud qui était le dieu du dessin réaliste de l'époque. Alors j'ai l'impression que mon style vient un peu à la fois de la façon très dynamique de
de raconter une histoire de Giraud. Il y a un lyrisme dans Foster qui me plaisait beaucoup. Et puis il y a également l'école d'Hergé, la ligne claire que j'ai jamais perdue de vue. Donc mon style vient un peu de tout ça.